Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les incroyables théories autour des crop circles. Les crop circles, ou cercles de culture, sont des formes gigantesques avec une perfection rare et qui seraient dessinées dans des champs de culture. La plupart d'entre eux sont d'une beauté incroyable et beaucoup souhaiteraient féliciter leurs auteurs. Mais encore à l'heure actuelle, il est difficile de dire si tous les crop circles sont de simples dessins d'artistes réalisés par des artistes qui ne souhaitent pas être reconnus, ou s'il s'agit d'un phénomène beaucoup plus mystérieux. Tout aurait commencé en 1978, lorsqu'un fermier va découvrir en plein milieu de son champ une gigantesque figure géométrique qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Après cette histoire, ce seront de nombreux autres crop circles qui feront leur apparition dans le reste du monde. Pour la plupart, personne ne connaît leur auteur, et c'est ça qui va les rendre très mystérieux. Depuis les années 80, il existe des petits groupes de personnes qui se réunissent pour essayer de trouver une explication. Et certaines personnes qui se sont penchées sur le sujet ont remarqué que les crop circles apparaissaient toujours dans des régions très touristiques. Et malgré cela, jamais aucun auteur n'a été pris sur le fait, en train de réaliser l'une de ses œuvres. De plus, il existe des témoignages qui rapportent avoir vu ces crop circles se former de jour, sans que personne ne soit présent dans le champ. Ils auraient vu ces cercles se former sous leurs yeux, et en seulement quelques minutes, comme par magie. Mais pour certains chercheurs qui se sont penchés sur ce sujet, ce qui est vraiment mystérieux, c'est que certains représentent des formes géométriques très complexes, et qui souvent sont parfaites et extraordinaires. Devant une telle énigme, plusieurs hypothèses sont avancées. Comme toujours, nous avons l'hypothèse des extraterrestres, qui essaieraient de nous envoyer un message pour nous faire avancer, ou nous faire comprendre quelque chose. Il existe notamment un certain crop circle, qui serait la réponse à un des messages que nous aurions envoyé dans le ciel il y a de nombreuses années. La seconde hypothèse est sûrement la plus probable, et qu'il s'agit d'un canular, et qu'ils auraient tous été réalisés par un groupe de personnes dans le but de faire découvrir un art ou faire passer un message. En revanche, d'autres hypothèses se tournent vers des expériences militaires qui pourraient être réalisées à l'aide de rayons ou de technologies qui seraient cachées au public. Mais certains petits groupes de chercheurs qui se sont penchés sur les crop circles auraient réussi à découvrir comment différencier facilement un crop circle réalisé par des plaisantins d'un vrai crop circle, car la plupart des crop circles réalisés par les plaisantins ne seraient pas de très bonne qualité et ne tiendraient pas très longtemps, alors que certaines réalisations très complexes sont parfaitement réalisées et auraient même tenu très longtemps. Ils avancent même que pour certains crop circles, ils auraient découvert que les feuilles se chevauchaient d'une certaine manière, ce qui prendrait beaucoup trop de temps pour un humain pour réaliser une telle œuvre, sans être vu. Toutefois, il existe également des témoignages qui rapportent avoir vu des lumières la nuit au-dessus des champs, et c'est à l'aide de ces lumières que ces crop circles auraient été réalisés. Actuellement, il y a des petits groupes de chercheurs qui se penchent encore sur ce sujet, et certains d'entre eux prétendent avoir réussi à déchiffrer certains codes. Mais en réalité, une nouvelle fois pour la plupart, il est impossible de dire s'il s'agit de crop circles authentiques ou s'il s'agit simplement d'œuvres d'art réalisées par l'être humain. Et malheureusement, avec la quantité de faux qu'il y a eu depuis l'apparition du premier crop circle, nous sommes face à une énigme qui ne peut être résolue, car nous ne saurons jamais s'il s'agit d'un réel crop circle ou simplement d'un immense canular. Comme beaucoup le savent, la zone 51 est située dans le désert du Nevada, à environ 100 km de Las Vegas. Ce serait dans cette zone que se trouverait la base militaire la plus secrète des États-Unis, à savoir la zone 51. Encore à l'heure actuelle, il serait interdit d'y pénétrer sous peine de mort, et toutes les personnes qui travaillent là-bas sont sous le secret défense, et n'ont pas le droit de témoigner de ce qu'elles font ou voient lorsqu'elles travaillent là-bas. La zone 51 serait principalement composée de pistes d'atterrissage, mais il y aurait également plusieurs bâtiments qui seraient enfouis sous le sol et ce sur plusieurs étages. Les légendes racontent qu'il y aurait même plusieurs bases militaires qui seraient reliées entre elles par des tunnels secrets. Pourtant, même si cette base militaire est censée être l'une des zones les plus secrètes des États-Unis, elle est bien connue du grand public, et on trouve de nombreuses photos ou témoignages sur internet. Officiellement, elle aurait été créée dans les années 1960 par l'armée, et cette base aurait été spécialisée dans le développement de différents modèles d'avions espions de haute performance. Mais les rumeurs prétendent que cette zone aurait été créée dans le but d'abriter bien plus que de simples avions espions. Tout d'abord, la légende va commencer en 1947, avec le crash d'un objet à proximité de la base de Roswell. Ce qui est étrange, c'est que les débris auraient d'abord été considérés comme extraterrestres avant qu'ils ne reviennent sur leurs propos, et déclarent qu'il s'agissait simplement d'un ballon météo. Après cette affaire, plusieurs petits groupes vont se former pour enquêter en secret sur cette affaire. Et ce ne sera qu'en 1988, dans une grande émission américaine, nommée UFO Coverblade, que les premières révélations vont être faites. Cette émission était réputée pour recevoir de nombreux témoignages de personnes haut placées et qui avaient vu des choses très étranges. C'est durant l'une de ces émissions qu'ils auraient reçu deux agents masqués derrière un rideau et qui auraient raconté ce qu'ils auraient vu dans la zone 51. Ils disent que non seulement ils auraient récupéré des débris d'un objet non identifié, mais qu'ils auraient également récupéré des corps extraterrestres ainsi que des extraterrestres vivants. Ils diront même que ces extraterrestres avaient été hébergés dans la zone 51. Et c'est seulement après cette émission que la zone 51 va réellement provoquer un engouement sans précédent. Et ce seront des centaines de personnes qui vont se rendre sur les lieux dans le but d'essayer de voir quelque chose. Plusieurs personnes essaieront même de rentrer avec des caméras ou des appareils photo. Mais personne n'a réussi et rien ne semble vouloir filtrer de la zone 51. Pourtant, seulement quelques années plus tard, ce sera Bob Lazar qui fera de nouvelles révélations en prétendant notamment avoir travaillé dans la zone 51, mais ira même jusqu'à révéler l'existence d'une zone annexe nommée la zone S1. Et c'est dans ces bases militaires qu'il prétend avoir travaillé sur des objets ayant la technologie antigravité, des vaisseaux spatiaux, et il dirait même avoir découvert un nouvel élément, nommé l'élément 115. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'en réalité l'élément 115 ne sera découvert que des années plus tard.
Il prétendra également qu'on lui a fait des révélations sur l'existence des extraterrestres. Mais le plus impressionnant dans toute cette affaire, c'est que l'armée ne va pas démentir la plupart des théories qui tournent autour de la zone 51. Et il ira même jusqu'à plonger toute l'Amérique dans le doute le plus total. Et dans les années 90, il va y avoir un petit film amateur très étonnant qui va faire surface, et qui va susciter une énorme interrogation autour de la zone 51. Même si la qualité vidéo n'est pas très bonne, on peut voir un objet lumineux se déplacer de manière très anormale et de façon saccadée. Les experts qui sont penchés sur le sujet n'ont pas réussi à déterminer ce que ça pouvait être. En revanche, ils ont réussi à déterminer qu'il ne pouvait pas s'agir d'un trucage. Ils ont également réussi à prouver qu'il était impossible que ce soit un avion ou un hélicoptère, car aucun des deux n'aurait eu la technologie pour réaliser ce genre de mouvement à l'époque. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de témoins d'anciens militaires ou de personnes ayant travaillé dans la zone 51. Et les vidéos d'OVNI enregistrées proches de cette base militaire sont de plus en plus nombreuses. Toutefois, avec les nouvelles avancées technologiques, il est impossible de dire que les vidéos ne sont pas falsifiées, ou encore qu'il ne s'agit pas de drones. Mais alors, avec tous ces témoignages ambigus, les vidéos troublantes et les théories autour du complot, la zone 51 continue d'alimenter les fantasmes parce que tout le monde peut imaginer ce qu'il veut. Et il faudra encore sûrement très longtemps avant d'avoir de vraies réponses sur la zone 51. Toutefois, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Bob Lazar et la zone 51, je vous conseille le documentaire qui se trouve sur Netflix, nommé Bob Lazar, Zone 51 et Soucoupe volante. My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. C'est vraiment bien réalisé, dans lequel vous allez retrouver le parcours de Bob Lazar. Can we ever be made whole if we're not believed? We can't verify what was going on in his background. Et les soi-disant travaux qu'il aurait fait dans la zone 51 et la zone S1. I have no motivation to lie. The science and the technology can change us. We've always looked to the skies for answers instead of looking into ourselves. Dans l'arrière-pays niçois que nous pouvons retrouver un site chargé de mystères et d'histoires, autrefois appelé la Vallée du Diable. Il existe de nombreux vestiges dans la région, que ce soit pour les Romains ou encore les Templiers, mais ce lieu serait également connu pour être un endroit unique, où chaque année, ce seraient de nombreuses personnes qui verraient des phénomènes inexpliqués dans le ciel. Tout aurait commencé en 1708, avec un certain Pierre Meunier. Il a rédigé des écrits pour dire qu'il a vu des chariots de feu volant dans le ciel, juste au-dessus du col de Vence. Et depuis cette histoire, chaque année, ce sont de nombreux témoignages qui sont recensés et qui rapportent avoir vu des lumières très étranges se baladant dans la région mystérieusement. L'un des témoignages les plus mystérieux et convaincants est peut-être celui de Pierre Brix, qui rapporte avoir vu un objet physique apparaître dans le ciel. Donc ça faisait vraiment un truc gigantesque et ça avançait très lentement, c'était même majestueux. Et toutes les personnes, enfin les 4 témoins, ont tous vu identique. Et c'est à partir de son témoignage en 1994 qu'il va y avoir plusieurs chercheurs et ufologues qui vont se rendre dans la région. Ils vont mener différentes expériences pour essayer de comprendre ce qui peut se passer et ce que les personnes pourraient voir dans le col de Vence. Grâce à leur enquête, ils vont réussir à regrouper plusieurs témoins. Et suite à ça, ils vont pouvoir déterminer que les objets se déplacent silencieusement dans la zone. Généralement, les lumières sont vues au nombre de 3 et formeraient un triangle. Certains expliquent même que lorsqu'ils voient ces lumières apparaître ou lorsqu'ils voient un objet dans le ciel, ils ne deviendraient plus maîtres de leur corps et se retrouveraient tétanisés jusqu'au moment où l'objet quitterait leur champ de vision. Ils auront également beaucoup de témoignages rapportant avoir vu des objets se matérialiser ou se dématérialiser devant leurs yeux, sans aucun bruit et sans laisser aucune trace. Mais pour beaucoup de scientifiques, tout ça reste de la science-fiction. Et ce serait soit le fruit de l'imagination des personnes qui observent le phénomène, soit des personnes qui ne comprendraient pas réellement ce qu'elles voyaient. Pourtant, aujourd'hui, il existe encore de nombreux passionnés qui se rendent tous les mois sur le col de Vence pour obtenir de nouveaux enregistrements de ce phénomène bien mystérieux. Du coup, il va y avoir des scientifiques, des astronomes et d'autres professionnels qui vont se pencher sur les différents cas qu'il y a eu dans la région. Ils vont étudier les différents enregistrements qui ont été faits et se rendre sur place pour essayer de comprendre ce phénomène. Pour éviter toute confusion et ne rien laisser au hasard, ils iront même jusqu'à enregistrer les heures de passage de chaque satellite dans la région. Et ils vont avancer beaucoup d'hypothèses différentes. Que ce soit un phénomène météorologique explicable, des extraterrestres qui chercheraient quelque chose d'étrange dans la région, ou encore des essais militaires d'une technologie qui souhaiterait garder secrète, à ce jour personne n'a encore donné d'explication rationnelle et formelle sur l'origine de ces points lumineux. En plus, il y a régulièrement la presse locale et nationale qui relance le débat sur cet étrange mystère. En 1979, un service d'experts des phénomènes scientifiques rares a été formé au sein du CNES pour traiter les témoignages qui ont été recueillis dans cette zone. Eux aussi vont organiser différents groupes d'enquête qui sont envoyés sur place pour essayer de comprendre le phénomène. Et à la suite de leur enquête, ils arriveront à déterminer que seulement 13% des cas seront considérés comme authentiques et pouvant être considérés comme des cas de phénomènes non identifiés. Pourtant aujourd'hui, malgré toutes les recherches qu'il y a eu dans la région, il n'y a encore aucune explication rationnelle qui peut être donnée. Et le sujet est souvent traité comme un sujet mineur qui prête à rire. Pourtant, chaque année, ce sont de nombreux éléments qui sont apportés au dossier. Et beaucoup prétendent que tous ces éléments permettraient aujourd'hui de dire qu'il y a bel et bien un phénomène inexplicable qui se passe dans notre ciel. Encore une fois, c'est une immense porte vers l'inconnu qui reste ouverte. Dans la nuit du 7 novembre 1990,
il se serait passé un phénomène très étrange dans le ciel de Montréal. Une femme prétendrait avoir aperçu une lumière dans le ciel. Elle va alors appeler la gendarmerie et décrire plusieurs lumières oranges en train de former un espèce d'ovale. Toutes ces lumières auraient en son centre un espèce de projecteur qui serait dirigé vers le sol. Ce témoignage sera également accompagné d'une photo bien mystérieuse, prise le même soir par un journaliste local. Le journaliste lui aussi témoignera. Et pour lui, il décrira des espèces de lumières avec un halo intense, qui se trouvait à environ 1000 mètres d'altitude. Il explique qu'il n'avait jamais vu de tel alors qu'il prenait souvent les avions en photo, et il aurait même entendu un espèce de bourdonnement provenant de cet objet, alors qu'il se trouvait à plusieurs mètres. Selon lui, c'est parce que l'objet serait resté statique et immobile pendant de nombreuses minutes qu'il aurait réussi à prendre cette photo incroyable. Mais ce ne sont pas les seuls témoins. Il existe de nombreux autres témoignages qui prétendent avoir vu ces lumières. Et au total, cet objet non identifié sera vu pendant plus de 3 heures avant qu'il ne disparaisse mystérieusement derrière les nuages. Certains témoins iront même jusqu'à appeler l'armée car ils se sentaient en danger. Et ils pensaient qu'il s'agissait d'un avion espion ou d'un avion qui allait les attaquer. À l'époque, cette affaire va faire beaucoup de bruit dans les médias. Et plusieurs chercheurs et météorologues vont alors se pencher sur le cas pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. En lisant leurs témoignages, la première théorie qu'ils feront est qu'il pourrait s'agir d'un espèce de phénomène d'aurore boréale. Mais différents chercheurs vont réussir à prouver qu'il ne peut pas s'agir d'une aurore boréale. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une opération militaire secrète qui se serait déroulée dans la zone. Pourtant, le colonel responsable des opérations militaires à l'époque a assuré qu'il n'y avait eu aucun essai militaire ce soir-là, ni aucun essai dans cette zone. Certains spécialistes de la photographie vont alors se pencher sur ce cliché et essayer de décoder l'image pour savoir s'il s'agit d'un trucage. Elle sera même soumise au service de la NASA pour assurer qu'il ne puisse pas s'agir d'un fake. Ils vont analyser l'image mais aussi les négatifs d'origine et confirmeront que la photo est bel et bien authentique. L'ensemble des lumières que l'on voit est bel et bien concret. Ils auraient estimé leur altitude à environ 2000-2700 mètres, mais n'arriveront pas à définir précisément quel est cet objet. À l'époque, ce sera la première fois, dans un rapport du Conseil national de la recherche canadienne, que le mot OVNI sera utilisé pour expliquer les étranges lumières que les gens ont vues ce soir-là. En revanche, ce qui est encore plus étrange avec cette affaire, c'est que 2 jours plus tard, 2 agents des services secrets du gouvernement seront venus réquisitionner l'intégralité des témoignages qui auraient été recensés par les différentes gendarmeries. Et actuellement, il n'existe que très peu de documents officiels sur cette affaire. Nous ne saurons peut-être jamais la vérité sur cette affaire. Il faudra attendre qu'elle soit déclassifiée pour avoir les documents originaux et comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là. L'aéroport d'Oslo est le second aéroport le plus fréquenté de Scandinavie. Chaque jour, ce sont des milliers de voyageurs qui transitent par des salles d'embarquement. Le trafic est donc permanent et ne s'arrête qu'en cas de force majeure. Pourtant, le 25 mars 2011, l'aéroport d'Oslo va être le témoin d'un étrange événement et va être poussé à fermer ses portes durant de nombreuses heures. C'est un photographe amateur qui réalisera des clichés que nous ne verrons jamais, mais qui rapportera les faits les plus marquants. Il était en train de chercher un vol en provenance de Stockholm pour pouvoir se poster afin de prendre des photos de l'avion, lorsqu'il se rendit compte que bizarrement, l'avion est sorti de sa trajectoire habituelle et commence à tourner en rond près de l'endroit où il se trouve. Habitué à prendre ce genre de photos, et notamment des photos d'aviation, il comprend rapidement qu'il y a un problème et il contacte l'aéroport. Très vite, ce sont des dizaines d'avions qui vont se mettre à tourner autour de l'aéroport d'Oslo sans pouvoir atterrir. Et sans aucune raison officielle, l'aéroport va alors fermer ses portes. Ce sont plus de 15 000 personnes qui vont être plongés dans ce mystère incroyable. Les premières rumeurs disent qu'un avion s'est crashé, ou alors qu'il y a un avion sur le tarmac qui n'arrive pas à décoller. Mais il n'y a eu aucune explosion aux alentours et les pistes ont l'air dégagées. C'est seulement après plusieurs minutes qu'une personne va réussir à capter les transitions entre la tour radio et les avions, ce qui va permettre de déterminer ce qui est en train de se passer. Plusieurs pilotes affirmeraient avoir vu un objet lumineux et vert en train de se balader et tournant proche de l'aéroport, voire très proche des avions. L'un des pilotes a même décrit l'objet comme une espèce de petit avion sans pilote ni aile. Pourtant, malgré le témoignage de tous ces pilotes, officiellement, la plupart des gens s'accorderont pour dire qu'il s'agissait simplement d'un planeur qui s'était perdu dans le coin. Sauf qu'il est impossible pour un planeur de réaliser ce genre de manœuvre et il est également impossible qu'il soit de couleur verte. Et cette hypothèse ne satisfait personne, surtout pas les spécialistes. Le responsable des associations de l'aviation des loisirs expliquera même qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'un planeur, car il y a très peu d'endroits d'où le planeur aurait pu décoller afin d'atteindre cette destination. De plus, il aurait été illogique de vouloir atteindre cette destination et de se diriger en direction de l'aéroport en connaissant les règles de l'aviation. Sans oublier que certains affirmeront avoir vu l'objet à plus de 4000 mètres d'altitude, ce qui est totalement impossible pour un planeur. Et c'est seulement après plusieurs heures que l'aéroport va décider de réouvrir ses portes et ses pistes. Mais ils resteront très silencieux sur ce qu'il s'est passé et ne donneront aucune information supplémentaire pour affirmer ou infirmer toutes les théories de cette histoire. Nous ne saurons donc jamais la vérité sur ce qui s'est passé à l'aéroport d'Oslo en 2011. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, bien évidemment vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kiko on Fire,
Peace out.